Maintenant, donc, on donne la parole à Alain Van de Poel. Je retiendrai, puisque tu as dit... Van de Poel, oui, c'est ce que je disais. Qui va nous parler du futur du Rotary International. Alors, je retiendrai cette citation qu'il a faite. « Pensons à l'autre avant de penser à nous, car l'autre nous nourrit, tandis que nous ne nourrissons que nos égaux. » Je me suis déplacé avec ma bouteille d'eau. Comme c'est la crise partout, et en France particulièrement. Ça y est, la jalousie apparaît. Monsieur le maire étant parti, je vous signale que nous sommes toujours à votre disposition si vous avez besoin de négociateurs, explorateurs, informateurs, formateurs, des mineurs. Ça aide en politique, ça aide. Merci d'avoir maltraité mon nom pour la 2742e fois. Mais je vous rassure, l'intelligence artificielle fait beaucoup mieux. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez qu'aujourd'hui, on est capable de traduire un discours, une intervention, grâce à l'intelligence artificielle, grâce à vos smartphones. Et il n'y a pas plus tard que 8 jours, je pense, 10 jours, j'étais à Bonn et j'intervenais et la personne qui me présentait dit donc Alain Van de Poel. Ça s'est traduit sur l'écran par Alain Swimming Pool. Le problème, c'est qu'il y avait pas mal de monde du monde rotarien et que pas plus tard que, je ne dis pas de bêtises, qu'avant-hier où j'étais dans un conseil d'administration par Zoom du Rotary International, il y a évidemment un administrateur présent qui n'a pas pu s'empêcher de dire à tous mes petits collègues, qu'ils soient coréens, japonais et autres, que depuis lors, je m'appelle Swimming Pool. Je ne vous dis pas où ça va s'arrêter, tout ça. Bien. Votre gouverneur Jean-Paul, que je remercie, et il sait combien je l'apprécie, a commencé par dire que nous étions membres du Rotary International. C'est vrai que c'est une notion qui, aujourd'hui, disparaît. On ne la connaît plus. Ou on ne l'a jamais connue. Alors je pourrais vous donner ex cathedra la structure du Rotary International. C'est important. C'est important parce que si on n'a pas conscience qu'on fait partie d'un monde rotarien à travers le monde entier, on ne réalise pas l'impact que chacun d'entre nous représente. On ne réalise pas que finalement, nous sommes plus d'1 million de membres dans le monde. Et le Rotary International est structuré. Oui, il est structuré. Et s'il ne l'était pas, nous n'existerions pas. Je sais ô combien il est difficile, comme rotarien, et je suis rotarien comme vous, d'imaginer et d'accepter que nous faisions partie d'une structure internationale. Je vais vous donner un exemple très concret. Mon club. Donc pour être administrateur, il faut avoir été président de son club. Et puis il faut avoir été gouverneur. Donc mon club, que j'ai co-créé en 1992, a vu, entre guillemets, ma carrière rotarienne. Eh bien aujourd'hui, quand je vais dans mon club, le premier réflexe est « il ne va pas commencer, hein ?» Il ne va pas nous faire la morale de nouveau. Il ne va pas nous expliquer ce qu'on doit faire. Et j'ai encore rien fait. Mais nous avons tous ces fameux a priori vis-à-vis de nos structures
ce que j'appelle souvent des filtres, j'en ai déjà parlé à mon ami Claude Desbordes, tous ces filtres que nous avons tant de difficultés à lever lorsqu'on écoute l'autre. Eh bien, si je vous disais que nous avons une chance que nous ne prenons pas, c'est celle de faire partie du Rotary international. Et là aussi, je vais vous donner quelques petits exemples. Dans mes pérégrinations, et croyez-moi, elles sont bien moins nombreuses que celles du président international, j'ai parcouru la semaine passée l'Allemagne, la France, la Belgique. Et je reviens en France. Et j'étais lundi passé, mardi passé, à Paris. Je suppose que vous connaissez. Et j'étais avec le président élu du Rotary international, Mario César de Camargo, un homme juste extraordinaire. Pour info, il n'est pas rentré chez lui depuis le 1er juillet. Il voyage. Et nous étions reçus par la présidente de l'UNESCO. C'est pas rien, l'UNESCO. Et nous voilà en réunion avec la présidente de l'UNESCO. Et qui nous demande, vous faites quoi? Vous êtes quoi exactement? Et puis, nous lui expliquons, nous sommes 1 200 000 dans le monde, dans plus de 200 pays. Nous avons 7 axes stratégiques. Nous avons une fondation Rotary qui distribue plus de 500 millions de dollars tous les ans. Nous sommes partenaires privilégiés de l'éradication de la polio. Nous avons des universités pour la paix. Nous allons ouvrir une université pour la paix à Istanbul. Et elle nous arrête. Elle dit, bonne nouvelle, vous ne me demandez pas d'argent. Là-dessus, Mario, avec beaucoup d'humour, lui dit, non, on va vous en donner. Elle dit, mais attendez, ce que vous êtes, ce que vous représentez, c'est juste incroyable. Elle demande à son adjoint, est-ce que nous avons un partenariat avec le Rotary international? Et il répond oui. Et il répond oui. Et elle dit, qu'est-ce qu'on en fait? Rien. Et elle nous demande, et vous, qu'est-ce que vous en faites? Et nous répondons, rien. Ou pas grand-chose. Quand vous savez que l'UNESCO est une agence des Nations Unies et qu'elle a pour objectif de promouvoir la paix au travers de l'éducation, de la science, de la culture, mais qu'est-ce qu'on attend? Qu'est-ce que nous attendons? Qu'est-ce que nous attendons? Un deuxième point. Nous parlons de plus en plus de paix. D'ailleurs, si vous lisez notre vision et notre mission, nous sommes là pour promouvoir la paix. C'est écrit clairement. Savez-vous que nous avons un accord avec les Nations Unies et l'IEP, qui est l'Institute Economic Peace, qui est une organisation qui dépend des Nations Unies et qui a pour objectif de développer la paix positive. Qui sait ce qu'est la paix positive? Pas tous à la fois, s'il vous plaît. Et c'est pas parce que je suis belge que vous devez m'enfoncer et dire il ne saura pas répondre. Il y a un ami ici. On connaît la paix négative. Oui, et qu'est-ce que la... Non, pas la guerre. La paix négative, c'est quoi? Non, la paix négative, c'est exactement la paix de gestion de conflit. Donc ça veut dire qu'on est dans le conflit.
Alors que la paix positive, elle est là pour anticiper les risques de paix. Et cet institut, les risques de guerre, pardon. Merci. Et merci à mes amis français de rectifier. Je comptais sur vous. Merci beaucoup. Je suis flamand en plus. Non, mais ça soigne. Hein. Ça fait 68 ans que je me soigne et ça ne va pas. Ma femme essaye aussi, mais elle, ça ne fait que 44 ans. La paix positive, c'est donc anticiper la guerre. Et lorsque vous regardez les critères de la paix positive, eh bien, les critères de la paix positive rejoignent exactement nos axes stratégiques. Eux ont constaté, selon des critères scientifiques bien évidemment, que lorsqu'un pays a une santé, que le pays est en bonne santé physique, que lorsqu'il y a de la nourriture, lorsqu'il y a de l'eau, lorsqu'il n'y a pas d'illettrisme, lorsque l'on travaille sur tous ces points, nous diminuons les risques de conflit. Et je vous encourage à aller voir ce site internet qui établit le classement scientifique tous les ans des pays en danger de guerre. C'est juste incroyable. Et savons-nous que nous avons un accord avec les Nations Unies et l'IEP, que nous avons un site commun qui nous permet de travailler sur la paix positive et d'obtenir un certificat sur la paix positive. Moi, je l'ai fait. Ça m'a aidé énormément. Mais imaginez-vous, si 1 200 000 Rotariens effectuent ce test, nous avons en face de nous un potentiel énorme. La paix, mes amis, elle commence par chacun d'entre nous. Par chacun d'entre nous. Par nos axes stratégiques que nous pouvons mettre en place, même dans nos clubs. Même dans nos clubs. Arrêtons de considérer que le Rotary international ne concerne que 540 personnes qui sont employées par Evanston à Chicago, au siège central, par 17 administrateurs qui, je vous rassure, changent tous les 2 ans. Ils n'ont pas le temps de faire trop de dégâts. Arrêtons de croire cela. Tout commence dans un club. Un troisième exemple. Savez-vous que nous avons un siège représentatif à l'ONU, que nous en avons un aussi bien à l'ONU à New York qu'à Genève, que nous avons un représentant à l'OMS? Sommes-nous conscients de tout ce potentiel? Je vais aller plus loin. Est-ce que nous vendons cela dans nos clubs? Est-ce que nous vendons cela sur notre territoire, autour de notre club? Je pense qu'on l'oublie. Mon ami Jean-Paul sait qu'il y a un sujet qui me tient aussi beaucoup à cœur par rapport à ça. Notre plus grande maladie à nous, c'est ce que j'appelle, et Chantal va se rappeler, l'ESF. Nous avons créé l'ESF. Vous, la France, vous avez créé l'ESF, l'école de ski français. Eh bien, nous, on a créé l'ESF, l'Ego Surdimensionné Fondation. Parce que nous pensons, évidemment, que nous connaissons tout, que nous savons tout et que nous n'avons plus rien à apprendre. C'est ce qui nous tue, mes amis. C'est ce qui nous tue, cette attitude-là. Et cette méconnaissance de ce que nous sommes, de ce que nous faisons, de ce à quoi nous appartenons, est un facteur
de mort de notre mouvement. De mort de notre mouvement. Chacun et chacune d'entre nous, nous sommes responsables du futur du Rotary. Le temps où les instructions d'un conseil d'administration descendaient vers le terrain est révolu. Il est révolu. Jean-Paul a commencé son intervention par un seul slide, qui est merveilleux et qui dit tout. Nous avons 5 valeurs et nous avons le critère des 4 questions. Les 5 valeurs, il vous les a montrées, vous les connaissez par cœur, vous les répétez la veille au soir avant de vous endormir. Comme je répétais moi mon acte de foi, de charité et de contrition tous les soirs avant de m'endormir. Et sachez une chose, dans le monde entier, il y a 2 choses immuables pour les Rotariens du monde entier. Ce seront nos valeurs et le critère des 4 questions. Nous ne sommes plus à l'époque de vivre dans un modèle unique, dans une structure unique. La France n'est pas la Belgique. La France n'est pas l'Italie, l'Italie n'est pas l'Allemagne. Et encore moins la Corée ni Taïwan. Nous sommes prêts à nous adapter. Dans le respect de nos valeurs et du critère des 4 questions. C'est notre boulot. Ce n'est pas mon boulot comme administrateur, c'est notre boulot comme Rotarien, membre d'un club, lui-même membre du Rotary International. Cette force régionale, c'est à nous à la dynamiser, à la forcer dans le respect de nos valeurs. Il n'y a pas de modèle unique et il n'y aura plus de modèle unique. Ce n'est pas possible. Un club Rotary de ville n'est pas un club Rotary de campagne, entre guillemets. J'étais avant-hier au club de Paris, vous voyez, que Paris, le grand club de Paris. Il a l'air de vivre sur un nuage, loin de la réalité. Mais ils ont aussi le droit de vivre. Et on ne va pas les critiquer. Parce que s'ils sont bien comme ça, et s'ils respectent nos principes, s'ils respectent nos valeurs et le critère des 4 questions, et qu'ils font le bien dans le monde, où est le problème? Où est le problème? De nouveau, faisons abstraction de nos égos pour respecter l'autre tel qu'il est. Et il y a des spécialistes, et je laisserai Jean-Jacques et Claude parler de tout ça, mais pour ce que nous sommes, Lorsque je suis rentré, pardon, je vais d'abord. Lorsque je suis rentré au Rotary, donc comme je vous l'ai dit en 1992, combien de membres y avait-il au Rotary International à votre avis? 1 million, combien? Exactement, 1 200 000. Combien sommes-nous aujourd'hui? 1 million? J'ai une mauvaise nouvelle. On n'est même plus 1 200 000. Nous ne sommes même plus 1 200 000. Nous sommes donc plus de 30 ans plus tard et nous ne sommes plus 1 200 000. Et comment se répartit ce nombre de Rotariens? Avant, nous avions une force incroyable aux États-Unis. La tradition voulait même que, c'était même pas une tradition, c'était écrit dans le Code of Policy.
le président international devait être américain 1 an sur 2. 1 an sur 2. Cette règle a disparu. Aujourd'hui, où se trouve la majorité de nos amis rotariennes et rotariens? En Asie. Je dois rectifier, j'ai dit 38% hier, c'est faux, c'est 36%. 36%. 36% de nos amis rotariens sont en Asie. Taïwan. Taïwan, en 10 ans, a augmenté de 127%. 127%. La Corée. L'Inde. Et nous? Les États-Unis représentent aujourd'hui 26%. L'Europe et l'Afrique, 26%. Mais si on est honnête, la plus grande croissance est évidemment africaine. Nos amis africains visent 2 zones, mais c'est vrai que je ne vous ai pas donné cette petite nuance de description du RI. Sachez que la base du Rotary, c'est quoi? Ce sont nos clubs. Au-dessus des clubs, il y a un district. Et au-dessus des districts, il y a une zone. Au total, il y a 34 zones. 34 zones, divisées par 2, 17. Vous avez compris qu'une zone sur 2 est représentée au conseil d'administration, tous les 2 ans. C'est simple ou je ne suis pas clair? OK? Il est évident qu'une zone, pour être une zone, il faut être 35 000 membres. Donc, au plus de membres vous avez, au plus de poids vous avez au conseil d'administration. Je vous ai dit que le conseil d'administration n'a pas tout à dire, mais néanmoins, il a de l'influence, puisque c'est lui qui va définir la vision stratégique, de préférence, du futur du Rotary. Donc, lorsque vous avez du poids au conseil d'administration, vous pouvez influencer cette vision stratégique. Et nous sommes à un moment crucial. Si nous sommes moins qu'il y a 30 ans, vous imaginez bien que ça nous fragilise. Et je continue dans la volée des chiffres. Il y a un pays en Europe qui évolue positivement. À votre avis? L'Allemagne. L'Allemagne, sur les 10 dernières années, a progressé de 27%. L'Italie a perdu un petit peu. Mais on parle de... Ils étaient 39 000, ils sont 38 600. Hein. Et puis il y a un pays que vous connaissez qui s'appelle la France. Il y a 10 ans, vous savez combien vous étiez? 36 000. 36 000. Et au 1er juillet 2023, vous voulez le savoir? Ou vous voulez que je l'écrive pour que ça fasse point fort? Nous n'étions plus 27 000. Je dis nous parce que je me sens concerné, puisque j'ai la responsabilité de la zone et de la région. C'est problématique. C'est problématique parce que je vais vous dire, il est important d'être représenté. Il est important d'être écouté. Il est important d'être crédible pour être écouté. Alors, on peut toujours tout critiquer. On peut toujours dire que tout est mauvais. Et que, évidemment, c'est pas comme ça qu'il fallait faire, et que j'ai la solution, et que si on m'avait laissé faire, ça ne se serait pas passé. Ce temps-là, il est passé, mes amis.
quand je vous dis que le conseil d'administration prend conscience que le fonctionnement du Rotary International passe par ces clubs, croyez-moi que c'est la vérité. Nous savons pertinemment que s'il n'y a pas de club, il n'y a pas de Rotarien, et que si demain il n'y a pas de Rotarien, le Rotary meurt. Cette responsabilité-là nous appartient. Elle nous appartient. Elle n'appartient pas au Rotary International. Elle ne lui appartient pas. Elle nous appartient. J'ai l'habitude de dire que le 18 novembre 1992, lorsque j'ai reçu mon épingle rotarienne, je vous assure que je ne pensais pas que ce jour arriverait un jour. J'avais une fierté d'appartenance, de reconnaissance, juste incroyable. Et je suis convaincu que la majorité d'entre vous ont vécu ce moment de la même manière. De la même manière. En dehors du fait qu'on peut considérer qu'il y a une vocation peut-être, il y a aussi et surtout des compétences que vous êtes capables de mettre à la disposition du monde pour servir. Avons-nous le monopole de nouveau de cette compétence et de ce service? La réponse est non. La réponse est non. Allons-nous nous permettre de fragiliser nos relations privilégiées que nous avons dans le monde entier et qui fait notre voûte, notre chape, appelez-la comme vous voulez. J'ai plaisir à dire même dans mon club, lorsque on critique nos structures, est-ce que c'est nécessaire? Franchement, est-ce qu'on a besoin d'administrateurs? Je rappelle que l'administrateur est un rotarien. Pour ceux qui ont écouté le président Gordon McKinley, qui était président l'an passé, et qui est venu beaucoup en France d'ailleurs, je l'ai entendu dire 20 fois, pour être président international, il suffit d'être rotarien. Donc la responsabilité de la gestion du Rotary International est de notre ressort. De notre ressort. Mais je reviens à ce que je voulais vous dire sur pourquoi le Rotary International. Quand mon club organise une activité, quand vos clubs organisent une activité, on a beau critiquer le Rotary International. Si demain, vous organisez un événement et vous enlevez cette fameuse roue du Rotary International, croyez-vous que la crédibilité de l'action que vous allez entamer sera aussi forte que si c'est Alain Van de Poel en nom propre qui va récolter des fonds? J'appelle ça le Rotary à la carte. J'utilise quand j'ai envie, quand j'ai besoin, ce que le Rotary International me donne. Et quand ça me dérange ou que je n'ai pas envie de m'y intéresser, je ne le fais pas. Ça, mes amis, ce n'est plus possible. Ce n'est plus possible. Allons-nous mettre en danger ce que nous aimons, ce pour le quoi nous sommes fiers? Au fond, et je n'aime pas le dire, la question n'est plus « allons-nous mourir ?» La question est « quand allons-nous mourir ?» si nous n'agissons pas. Et quand je dis « nous », c'est nous toutes et tous. C'est nous toutes et tous. Ce n'est pas l'autre, ce n'est pas le voisin, c'est chacun d'entre nous. Avons-nous le droit de garder pour nous cette journée de fierté et d'appartenance du premier jour, ces journées d'amitié partagées avec nos amis du club, ces nombreuses actions que toutes et tous vous faites et prolongez au fil des semaines et des mois?
Avons-nous le droit d'arrêter, d'éradiquer la polio? Dois-je vous rappeler ce qui s'est passé à Gaza? Des foyers de polio qui sont à nouveau là. Des équipes qui, grâce au Rotary International aujourd'hui, vaccinent. Allons-nous arrêter d'être reçus par la présidente de l'UNESCO, d'avoir un siège représentatif aux Nations Unies, pouvoir créer des partenariats avec la Fondation Bill Gates, parce que nous avons décidé de ne pas partager nos idéaux avec d'autres, de ne pas faire bénéficier d'autres de ce que nous sommes et de ce que nous sommes capables de faire. Nous n'avons pas le droit. Ce droit-là, nous ne l'avons pas. Lorsque j'étais gouverneur, j'avais une phrase que je disais toujours. L'engagement rotarien est issu d'une simple phrase. Personne n'est obligé de venir au Rotary. Personne. Et j'ajoutais, et personne n'est obligé d'y rester. Cette responsabilité-là, elle nous appartient. Pour le bien commun de nos clubs et du Rotary International. Nous n'avons pas le droit de ne pas assurer la succession de nos clubs. Nous n'avons pas le droit. C'est inhérent à ce que nous sommes. Et pourtant, toutes les difficultés du monde se présentent à nous. Alors on peut aussi analyser notre business model, comme on dit. 1905, Polaris crée le Rotary. On le félicite d'ailleurs. Et il le fait pourquoi? Il le fait parce que Chicago va pas très bien. Ça ne fonctionne pas bien. Manque d'éthique. Et il se dit, avec 3 autres amis, et si nous prenions les choses en main, prenions l'éthique dans nos professions, la référence aux professionnels. On l'a peut-être oublié, ça aussi. La référence aux professionnels. Nous n'avons pas à nous en cacher que nous sommes des professionnels. J'entends parfois dire, on ne peut pas faire de business entre rotariens. Eh bien, je vais vous dire, je me demande pourquoi. Je me demande pourquoi. À partir du moment où nous partageons les mêmes valeurs et le critère des 4 questions, dites-moi ce qui, au contraire, peut au mieux valoriser cette relation professionnelle. Me paraît impossible. Donc, on a ce critère professionnel, on a cette volonté d'éthique qui se crée. Au départ, nous ne sommes pas là pour agir socialement. Non, nous sommes un service club, point. Puis arrive cette notion de service bien plus tard. Et puis si on évolue dans le temps, nous avons bien évidemment des petits copains qui se sont créés, le Lions, qui encore, le Kiwanis, le 51. Entre parenthèses, des personnes avec qui on ne travaille pas assez. Une anecdote. J'habite dans un patelin de, je pense, 3000 habitants. Everberg, c'est 3000 habitants. Il y a un Belge tous les 16 ans qui devient administrateur du Rotary International. Tous les 16 ans. Et je vais chez mon pharmacien favori, qui est un type sympa, et qui me dit « Ah, alors tu as pris tes fonctions ?» Oui. Il me dit « Est-ce que tu es au courant que tu as un voisin qui est devenu administrateur du Lions International ?» Je dis « Arrête de déconner. 3000 personnes dans le monde, et puis comme tout par hasard, 2 Belges en même temps du même patelin, connerie. » Eh bien non, c'était pas une connerie.
Et j'ai rencontré ce monsieur qui, comble de tout, était membre du même club de golf que moi, je ne savais pas. Et depuis lors, on se parle. Et j'en ai parlé à notre président international. Pourquoi? Parce qu'au Lions, le président international est un Brésilien, comme lui. Et puis, ils sont combien, vous croyez? 1,4 million. Pourquoi? Pour faire court, parce qu'ils sont en Chine et que nous ne sommes pas en Chine. Et puis nous parlons. Et en fait, qu'est-ce que nous faisons? Mais la même chose. Nous faisons la même chose. Nous voulons servir. Expliquez-moi pourquoi 1,2 million presque plus 1,4 million, 2,6 millions ne sont pas capables de se parler pour faire des choses entre eux, alors que nous avons une vision sur la paix et de la société identique. Eh bien, voilà encore un exemple typique de ce que nous vivons dans nos clubs. Être capable de faire plus et autrement. Au-delà de ça, si nos valeurs nous réunissent, si le critère des 4 questions nous réunit, et que je continue l'histoire de notre ami Polaris, la société évolue au fil du temps. Il y a d'abord une forme d'élitisme d'appartenance au Rotary ou dans un service club, humainement acceptable. Peu importe, de nouveau, nous ne sommes pas là pour juger. La finalité est respectée. Mais si nous prenons la situation aujourd'hui avec du recul, notion de service club, qu'a-t-on vu, voir émerger dans le monde social et professionnel? Et plus particulièrement avec le Covid, je dirais. Quel est le plus petit patelin, que ce soit en Belgique ou en France, qui aujourd'hui n'a pas 3 ou 4 associations sociales prêtes à aider tout le monde? Le plus petit patelin. Nous passons nos vacances dans le Luberon, un patelin où je prends mon café le matin, où il y a 380 habitants, il y a 3 associations. Sociales et humaines, hein? Ce sont des concurrents directs à nous, quelque part. Et puis si je vais de l'autre côté, du côté professionnel, qu'est-ce qu'on a vu émerger? Des business clubs. Des business clubs où les jeunes professionnels, les start-up se retrouvent, discutent professionnels. Et nous, on est là un peu au milieu, sans s'afficher peut-être clairement. Parce qu'on n'ose plus. Parce qu'on n'ose plus. Parce que trouvez-moi un mouvement associatif aussi fort que nous qui serait capable de définir et de développer ces 5 valeurs et le critère des 4 questions tels que nous. Honnêtement, je n'en connais pas. Je n'en connais pas. Avec un bilan d'activité aussi fort que le nôtre. Je n'en connais pas. Il est donc patent, il est urgent que nous prenions nos responsabilités ensemble. Allons-nous accepter qu'un mouvement qui a plus de 100 ans, mais dont personne ne conteste aujourd'hui le besoin d'existence, puisse disparaître? Nous ne pouvons pas l'accepter. Nous ne devons pas l'accepter. Il s'agit de notre responsabilité. Je vais terminer parce que je crois que sinon... En plus, si vous voulez, j'échangerai volontiers avec vous si vous avez des questions.
Je vais terminer par vous dire ce qui me motive à moi. Je vous l'ai dit, je suis fier d'être rotarien. Je suis fier de ce que le Rotary fait. Je suis fier de tout ce que vous faites. Ça, personne ne peut nous l'enlever. Nous avons donc ce devoir. Et quand je dis avec beaucoup de mal, et croyez-moi, ça ne me fait pas plaisir, la question n'est plus « allons-nous mourir ?» mais « quand allons-nous mourir ?» Je pense que si nous n'avons pas cette prise de conscience de ce devoir de transmission, nous ne répondons pas aux critères des 4 questions dans le respect de nos 5 valeurs. Alors je suis certain, convaincu, que nous savons le faire, que nous allons le faire. Nous, dans les clubs, mettons nos égos de côté, travaillons ensemble pour assurer la continuité de nos clubs. Arrêtons de dire cette simple phrase que je répète à mes amis Claude et Jean-Jacques et qu'ils partagent avec moi. C'est mon année. C'est mon année. C'est mon année de présidence. Et pendant mon année de présidence, vous allez voir, je vais vous expliquer. Mes amis, non, c'est notre année. C'est notre année. Et le district doit fonctionner de la même manière. Et je me réjouis de l'entente qui existe aujourd'hui entre Jean-Paul et Jean-Michel. Une véritable entente de construction d'objectifs. Alors, depuis toujours, et lorsque on m'a interviewé comme candidat administrateur, on me disait « Qu'est-ce que tu vas faire pour l'effectif ?» Et j'ai dit « Effectif, je connais, c'est un mot que je n'aime pas trop, mais quand même, je l'aime bien. Je le préfère à recruter. On n'est pas une agence de recrutement. N'oubliez jamais que la qualité du membre est à privilégier par rapport à la quantité de membres. Mais je disais, si je suis élu, je ne parlerai jamais de chiffres. Et pourtant, j'ai dû le faire. Mais ce qui m'importe, c'est que vous sachiez ce qu'il y a derrière les chiffres. Que vous soyez capable d'analyser ce qu'il y a derrière le chiffre, le pourquoi de ce résultat, et surtout les remèdes. Et surtout les remèdes. Un dernier point, je vais faire un peu de pub. Vous savez qu'un administrateur, il a une obligation statutaire d'organiser ce qu'on appelle un institut, tout comme un gouverneur d'organiser une conférence, tout comme un club d'organiser sa conférence de district, sa conférence de club et une assemblée de club. Et là aussi, c'était une de mes questions. J'avais dit, moi, les instituts, quelqu'un a déjà assisté à un institut? À part les... Oui, il y a plus passionnant. J'appelle ça souvent un défilé d'apparatchiks. Donc on appelle au fur et à mesure sur scène des passes présidents, des administrateurs, des passes administrateurs. Ils ont tous quelque chose à dire, évidemment, et plus intéressant l'un que les autres. Alors je vais prendre un risque. Je vais prendre un risque. Et l'année prochaine, en septembre, nous allons organiser un sommet Europe-Afrique. Toute l'Europe rotarienne, toute l'Afrique rotarienne, qui va venir à Bruxelles. Premier défi. Le deuxième défi, on va l'ouvrir à la vie civile. On va peut-être arrêter de se regarder dans le miroir pour dire qu'on est les plus beaux. On va demander à la vie civile de venir chez nous. Et le troisième point, on va demander à la vie civile de venir dire ce qu'ils pensent de nos valeurs. On va écouter les autres nous dire finalement ce qu'ils pensent de nous. Et le quatrième point sous-jacent, quel est mon objectif? Faire connaître ce que vous êtes, ce que nous sommes, ce que nous faisons au monde extérieur, avec l'espoir d'accueillir beaucoup de personnes qui sont intéressées par nous. Alors voilà, j'en termine.
C'est pas pessimiste que je vous dis. Parce que si c'était pessimiste, je ne vous le dirais pas. Ou je ferais un discours banal. C'est très optimiste. Parce que j'y crois. Parce que je crois en vous, je crois en nous. Merci beaucoup. S'il y a des questions, en anglais dans le texte, with pleasure, sauf si on n'a pas le temps. Alors, s'il n'y a pas de... Il ne faut pas avoir peur. Hein. Peut-être, alors... Merci. Tu viens de nous expliquer, Alain, que tu n'aimais pas le mot recrutement. Je voulais te dire que je l'aimais. Parce que nous devons agir, tu l'as dit, en professionnel. Qu'est-ce que c'est qu'on fait dans nos entreprises? On analyse nos besoins, on cherche des gens, comment, pourquoi. C'est un métier de recruteur et nous sommes des professionnels. Je pense qu'on doit agir de cette façon-là. Ça n'empêche que je suis comme toi favorable au développement de l'effectif, ce qui est plus élégant. Voilà. Tu as tout à fait raison. Mais tu as 200% raison. Mais je préfère que ce soit toi qui le dises que moi. Mais malheureusement, le mot recrutement a pris une petite connotation péjorative chez nous. Tu fais partie d'une génération comme moi où, avant d'être approché, on m'a surveillé pendant 6 mois. Et on ne m'a rien dit. On ne m'a pas dit, tiens, tu serais intéressé? Non. Ce recrutement était un peu parallèle. Mais tu as raison, nous devons recruter, mais dans le sens d'une croissance d'effectifs, et j'y ai ajouté de qualité. De qualité. Tu ne pourras développer les clubs qu'avec des membres de qualité capables d'acquérir les compétences rotariennes dans le cadre de l'information et de la formation rotarienne qui reste plus que jamais nécessaire. Savez-vous que nous perdons 50% de nos nouveaux membres dans les 5 premières années, je crois. 50% de nos nouveaux membres nous quittent après moins de 5 ans. 30% dans les 3 premières années. Et dans les facteurs pour lesquels ils nous quittent, c'est le manque d'information et de formation rotarienne. Ce qui veut dire quoi? Le manque d'implication. Le manque d'implication. Aujourd'hui, on ne peut plus travailler avec une structure top-down qui dit « je suis le chef et tu fais ça ». Nous sommes des bénévoles. Il y a donc un facteur d'engagement, d'implication. Jean-Jacques peut l'expliquer beaucoup mieux que moi. Pourquoi nous demande-t-on d'avoir un plan d'action de club? Parce que 3 piliers fondamentaux de réussite s'y retrouvent. L'action, l'engagement, l'implication. Sans ça, quels sont les taux de fidélité dans nos réunions? C'est la même chose. Mais tu as raison. Mais c'est un mot qui est parfois un peu... Mais merci de l'avoir utilisé à ma place. Et si tu pouvais confirmer que je ne t'ai pas payé pour le dire, c'est encore mieux. Non, mais la notion de parrain n'est pas du tout aléatoire. Hein. Elle n'est pas l'effet du hasard. Aujourd'hui, pourquoi? Je sais qu'on recommande aussi d'avoir des mentors qui accompagnent un nouveau membre pour qu'il se sente impliqué dans le club, pour qu'il se sente concerné. Tu as tout à fait raison. Toutes ces notions-là, et tu as raison de le rappeler, nous les avons parfois oubliées. Et ce serait bien de se les rappeler. Donc, merci à toi. Ouais. Merci Alain pour ton intervention. Tu nous as envoûtés. Tu as parlé de croissance Rotary International. Et c'est pourquoi? Parce qu'ils ont travaillé sur la cooptation de la qualité.
Tu as tout à fait raison. Je ne peux pas contredire. L'Allemagne, je vais vous donner un exemple aussi très concret. Il y avait dans mon club un Allemand, un ami allemand qui était membre de mon club et qui était numéro 2 de la représentation allemande auprès de l'OTAN. Numéro 2. C'est pas mal, hein? Il reçoit un courrier du ministère des Affaires étrangères de la République fédérale allemande qui lui dit « Retour à Bonn », au ministère des Affaires étrangères. Et il retourne donc à Bonn. Et il y a des clubs Rotary à Bonn. Il a attendu 3 ans avant d'être accepté dans un club. Alors, là, on parle de l'extrême, hein, les amis. Mais la clé de la réussite qualitative nous a fait défaut. Nous a fait défaut. On vaut plus que ce que nous sommes aujourd'hui. On vaut beaucoup plus que ce que nous sommes. Je vous assure, l'entretien avec la présidente de l'UNESCO, moi je suis sorti de là, Mario et moi on s'est regardés en disant « Waouh, waouh, on veut tout ça ?» Eh bien oui, on vaut tout ça. Mais on ne le vend plus, on n'en est plus fier. Le mot cooptation, moi, ne me dérange, mais absolument pas. Aucun mot ne me dérange, en fait. Si demain, vous savez combien vous êtes dans le district aujourd'hui? 1162 de mémoire. Si demain, vous êtes 1500, les amis, mais je saute au plafond, parce que vous serez mieux aussi. Vous serez mieux. Nous serons tous ensemble beaucoup mieux. Et nous sommes capables de le faire. Nous sommes capables de le faire. Il faut qu'on retrouve peut-être tous l'envie, la motivation, l'inspiration pour se dire « Allez, on arrête nos querelles parfois ridicules, d'ego. On vaut plus que ça. » Vous savez, j'ai mal quand j'entends quelqu'un me dire « J'ai 5 amis potentiels à faire rentrer dans mon club, mais je ne le fais pas parce qu'ils ne seront pas bien dans mon club. » Waouh! Il y a un problème. Hein? Il y a un problème. Hein? On se permet le luxe de ne pas recruter, coopter 5 membres de qualité. Non. Ça, c'est plus possible. C'est plus possible. On n'a pas le droit de mourir. Ne fût-ce que je vais vous dire avec beaucoup d'émotion pour nos enfants et nos petits-enfants. Parce que dans un monde tel qu'on le vit aujourd'hui, où la guerre est là, forte, présente, et où nous sommes vecteurs de paix forts, on n'a pas le droit. On n'a pas le droit. Mais il faut peut-être quand même changer un petit peu d'attitude à certains moments. Merci pour ton intervention. Attends, Michel, s'il te plaît, prends le micro. Parce que là-bas, ils ne vont pas entendre. Oui, donc tout à l'heure, tu nous as parlé de l'évolution du nombre de membres dans le Rotary, et tout particulièrement l'Allemagne est le pays qui a une progression la plus importante. Et la France, par contre, elle est dans l'autre sens. Est-ce que vous vous êtes posé la question, pourquoi, comment se fait-il que les Allemands, qui sont quand même une population très proche de la nôtre, qui sont européens, qui sont dans la même mouvance, je veux dire, industrielle que nous, pourquoi eux réussissent et que nous, non? De nouveau, je n'ai pas de jugement à faire. Je vais te donner, j'aime beaucoup donner des exemples concrets, parce que sinon, à l'Institut de Bonn, et Jean-Jacques y était, il y a eu 2 conférenciers. Plus que 2, mais il y en a 2 qui m'ont particulièrement marqué. Et le premier, c'était le président de ZF, une toute petite entreprise industrielle en Allemagne. C'est juste colossal. Hein? Et le deuxième, c'était le CEO de Deutsche Telekom, l'équivalent d'Orange chez vous. Et ils ont tous les 2 fait une conférence remarquable de par ailleurs. Mais vous savez quoi? Ils sont tous les 2 rotariens.
Et pas rotarien fantoche. Hein. On affiche son insigne, on participe à la vie de son club. Je vous donne 2 exemples. Quand tu peux faire référence à des rotariens de ce niveau, et je ne dis pas que c'est la seule... Ne me faites pas dire ce que je n'ai pas dit, hein, parce qu'il y a des mots qui peuvent fâcher. Mais quand tu vas chercher de la qualité, tu attires. L'Italie, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? L'Italie, la moyenne des clubs est entre 35 et 40 membres. Et puis il me raconte, oui mais Alain, on a tous les ans entre 4 et 5 membres en liste d'attente. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Ils ont créé l'envie. Claude pourrait vous parler d'inspiration, d'engagement pendant des heures, beaucoup mieux que moi. Mais quand on inspire, quand on donne envie, on crée inévitablement la demande à l'extérieur. Alors d'aucuns vont parler d'élitisme, d'aucuns vont parler d'autres mots, donc il faut être très prudent, c'est pas ça. L'important n'est pas d'attribuer un mot, l'important est d'identifier ceux qui peuvent avoir envie. Et je maintiens que nous avons tout pour donner envie, tout pour rendre jaloux d'autres. Parce que nous sommes, et ce que nous faisons est unique. Alors l'Allemagne, mais voilà, tu as l'explication. J'ai donné des chiffres hier à nos amis. La zone, l'Allemagne, ils sont 2, mais il y en a une où ils ont le Liechtenstein, une partie de la Suisse, je crois, avec eux. Mais là où il n'y a que l'Allemagne, de mémoire, c'est 38 000 membres, je crois. Et, tenez-vous bien, 9 districts. La France, c'est 27 000 membres, 18 districts. Donc ça veut dire qu'en Allemagne, un district fait 4 000 membres. Et ça fonctionne. Mais quelle force, quelle puissance d'action. Parce que c'est ça aussi, hein, tous les leviers d'action sont là aussi, évidemment. Vous multipliez d'office. Voilà. Alors, c'est possible. Hein. Vous savez, le changement est une bonne chose. Le changement est une bonne chose. L'adaptation est meilleure pour moi. Jamais, jamais je ne dirai qu'un club traditionnel, il faut le changer. Vous m'entendez? Jamais. Il a aussi le droit de vivre, tel qu'il a vécu et tel qu'il a envie de vivre. Mon président fondateur de mon club, il disait, un club naît, vit et meurt. La nuance, c'est qu'aujourd'hui, on dit, il peut naître, vivre et mourir, mais il doit accepter qu'à côté de lui, il y en ait un autre qui se crée. Ce qui est nouveau, parce qu'avant, on disait, ah non, hein, on ne va pas venir sur mon territoire. C'est terminé. C'est terminé. Il faut que nous l'acceptions. Mais un club traditionnel a sa raison d'être. Hein. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, Paris, s'il veut vivre comme il vit, mais qu'il vive comme il vit. S'il est bon, s'il est rotarien, bon, je ne dérange pas, moi. S'ils veulent payer une cotisation de X milliers d'euros au cercle interallié à Paris, c'est leur droit. Il n'y a pas à les juger pour ça, pas à dire qu'ils ne sont pas bons, non, c'est leur droit. Et le club local qui veut le vivre autrement, il le vit autrement. Et il ne va pas être jugé puisqu'il partage les mêmes valeurs et qu'il fonctionne sur le critère des 4 questions. Donc il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de modèle unique. Il y a des valeurs uniques. Mais ce qui est vrai pour l'Allemagne n'est peut-être pas vrai pour la France. Pas aujourd'hui en tout cas, parce qu'il y a un temps de transition. Pour les anciens, en 2000, il y a eu un président italien qui s'appelait Carlo Ravizza, que tu as connu. Carlo Ravizza a estimé que l'Italie ne fonctionnait plus. Il y avait dérapage. Et il a fait ce qu'on appelle, ce qu'on n'oserait plus faire aujourd'hui, hein, une opération de grand nettoyage. Eh bien, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? 25 ans après, les résultats sont là. C'est un choix, mais chacun fait les choix qu'il souhaite pour le bien du fonctionnement et du futur du Rotary. Ça, c'est notre responsabilité.
Merci Alain.